le titre a été difficile à trouver. Alors, parce qu'effectivement, voilà comme on appelle ces genres de choses qu'on peut ressentir, voilà comment on fonctionne, comment on pense, comment on voit les choses, où est-ce qu'ils sont les contradictions, où est-ce qu'ils sont les paradoxes, etc. Finalement, toutes ces questions autour voilà, des problématiques que vous êtes en train d'aborder, elles ne sont pas simples à mettre en mots, effectivement. Et à quoi on assiste, c'est effectivement à l'idée que de plus en plus, on se rend compte que ce fameux facteur humain est nécessaire de prendre en compte, en fait, pour peut-être mieux gérer toute cette question qui reste sensible et compliquée. Okay, ce qui paraît évident, parce qu'in fine, on est tous des humains. Et même élus, même habitants, même commerçants, même scientifiques, voilà, on est, avec ça, on est aussi des humains, on a des sentiments, on a des affects, on a des moments de doute, des moments de certitude, etc. Donc, cet aspect humain, c'est quand même assez étrange, mais jusqu'à là, on a cherché plutôt à le laisser un peu de côté. C'est une évidence, et on partait, voilà, d'une évidence, on sait tous ce que c'est qu'être humain, et du coup, on n'a pas mené cette réflexion sur comment, justement, on vit, on expérimente des situations comme celles qui nous invitent finalement à ces conférences, des moments de transformation, des bouleversements qui sont quand même importants et qui touchent non pas une ou quelques personnes, mais aujourd'hui on pourrait dire la planète tout entière. Voilà, donc cette évidence, finalement n'en était pas une, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et voilà que ça revient et qu'on est de plus en plus sollicités, nous qui nous intéressons à ces questions depuis longtemps, alors pas que moi personnellement, mais ma discipline depuis déjà plusieurs décennies. Donc en fait, alors ce matin, j'aimerais vous apporter quelques éléments. J'ai un petit défaut, c'est d'être enseignant-chercheur à l'université, ce qui veut dire que je parle beaucoup. J'essaie quand même de me retenir. Heureusement qu'on a quelqu'un aujourd'hui pour gérer tout cela. Et puis parfois, j'ai du mal à expliquer peut-être simplement les choses. C'est-à-dire qu'on est assez accroché on va dire, à nos exigences universitaires, voire scientifiques. Donc, voilà, vous m'excuserez si davantage je suis un peu lourd de fois sur mes explications, mes propos, mais j'ai bien l'intention de pas l'être. Je disais effectivement, ces facteurs humains, tout ce qui touche la pensée, tout ce qui touche donc les affects également, on va le voir, c'est pas une question d'individus, des individus, mais ça touche le collectif également, et donc c'est à plusieurs niveaux qu'on va essayer d'expliquer cette chose-là. Je termine cette présentation avec mon laboratoire, qui est un laboratoire pluridisciplinaire, spécialisé justement sur les questions de la détection, mais également la gestion des risques environnementaux. Donc le laboratoire PROM à l'université de Nîmes, ce qui veut dire que j'ai l'habitude effectivement de travailler en collaboration avec d'autres disciplines, parce que ces éléments-là, on ne peut pas les aborder chacun dans son coin. C'est toujours dans la collaboration, dans la coopération que l'on arrive à des choses intéressantes. Alors, on va partir d'un premier constat que vous l'avez certainement déjà entendu, et j'aimerais le présenter de cette façon-là. Il y a comme un changement des doctrines en France concernant tout ce qui touche la sécurité et la gestion des risques. C'est l'idée, en fait, que chaque citoyen doit être acteur de sa propre sécurité. Je dis c'est un changement des doctrines, ce qui implique, en fait, qu'il y a un changement, on va dire, de la culture, et par là, j'entends les aspects non seulement institutionnels, on va dire juridiques aussi, mais bien entendu, tout ce qui touche nos quotidiens. C'est-à-dire qu'on doit envisager des choses autrement. Et c'est un peu à quoi la réalité nous pousse, effectivement, par rapport à un certain nombre d'événements qui deviennent éventuellement plus fréquents et, pour certains, ayant des impacts beaucoup plus importants. Donc, en fait, quand je dis un changement des doctrines, c'est dans le sens vrai du terme, c'est-à-dire que dans les aspects juridiques, l'État français a décidé d'échanger un petit peu l'idée que l'État protège tout le monde, peu importe la situation, à dire chacun quand même doit se prendre un peu en charge, etc.
Alors, ce qui implique pour nous, si ça a été écrit dans la, je ne l'ai pas dit, hein, ma discipline, c'est la psychologie sociale et environnementale, donc c'est une spécialité que nous avons effectivement à Nîmes. Donc, dans ma discipline, la psychologie, de façon générale, en fait, bah justement, c'est l'occasion de dire ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, en fait, ça nécessite qu'on soit capable aussi de comprendre comment on prend des décisions, comment les comportements ont lieu, pour quelles raisons, etc. Ce qui veut dire par là, c'est que on enrichit le tableau. C'est-à-dire, jusqu'à là, c'était, on va dire, les disciplines des sciences physiques, des sciences de la vie et de la terre, qui abordaient les questions liées au risque, hein, parce que, bien entendu, on doit les modéliser, on doit les comprendre, on doit les anticiper au mieux. Et cette dimension humaine, voilà, sous-entendu, tout le monde sait ce que c'est. Alors maintenant, ce qu'on comprend, c'est que cette dimension humaine aussi, on doit la traiter de façon scientifique, de façon formelle et sérieuse, tout comme les événements naturels. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on doit se donner les moyens de la science, les sciences humaines et sociales, dont la psychologie en fait partie. On a le plaisir ce matin d'avoir des collègues, donc on va pouvoir en discuter de ces choses-là aussi plus tard. Et donc les traiter de façon formelle, scientifique, disons-le, c'est-à-dire se donner les moyens pour aborder ça de façon sérieuse, parce qu'on a bien compris que ça fait aussi partie, non seulement, on va dire, du problème, mais également et surtout de la solution. Donc, voilà le premier constat. Alors, dans ces comprendre et anticiper, c'est un peu les deux mots-clés ici pour aborder les choses, on va dire, scientifiquement. Comprendre, ça veut dire bien pouvoir décrire finement ces événements que l'on observe, mais également pour pouvoir les anticiper, c'est-à-dire mieux gérer les situations, les dangers, les problèmes lorsqu'ils sont là. On part, voilà, dans le domaine des risques, comme on dit, on part d'une définition de la vulnérabilité. La vulnérabilité, finalement, pourrait-on dire, est cette propension, vous voyez, c'est possible, c'est pas possible, cette propension qu'une société a de subir des dommages du fait, voilà, de la manifestation d'un phénomène, qu'il soit naturel ou technologique également. Alors, la vulnérabilité, telle que la science jusqu'à là l'a traitée, c'est focalisé sur ce qu'on pourrait dire une sorte d'évaluation objective de la vulnérabilité. Et donc, c'est peut-être à ça où vous êtes un peu habitués lorsqu'on nous montre des chiffres, des cartes, etc. On peut modéliser assez finement et surtout de façon assez certaine, pour revenir sur le terme, où se trouvent certaines vulnérabilités, qui peut être plus ou moins vulnérable à certains risques, etc. Du fait de sa proximité spatiale, ne serait-ce que cela, de fait aussi d'autres conditions, par exemple économiques, vous voyez, et ainsi de suite. Donc, une vulnérabilité que l'on peut mesurer, que l'on peut évaluer objectivement. Mais il manque un versant de cette idée-là, c'est que la vulnérabilité, elle est aussi subjective. C'est-à-dire qu'il y a une évaluation que l'on fait, il y a une forme de vulnérabilité perçue. Et là, ça touche effectivement, et c'est ce qui manquait, et c'est là où on vient nous éventuellement essayer d'apporter, ça touche effectivement cette dimension humaine, un peu plus difficile de cerner, parce que, disons-le clairement, l'humain est complexe. Hein. Par là, on veut dire difficile éventuellement à cerner, et c'est pourquoi parfois, même face à l'évidence, on voit des comportements que l'on dirait à risque, hein, des gens qui prennent des décisions, qui font des choix pour se mettre en difficulté, voire mettre en difficulté d'autres personnes, etc. Bon, je mets une petite image, je ne sais pas si au fond vous arrivez à voir quelque chose. Voilà un peu des comportements, des situations qui nous disent, mais voilà, pourquoi, vous voyez? Donc en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent aussi sur cette dimension, en termes des croyances, en termes des représentations, des comportements à risque, mais aussi des comportements de protection. Donc, ça convient de le comprendre, de l'étudier scientifiquement pour saisir cette dimension également subjective de la vulnérabilité. Okay? C'est pas parce qu'on nous annonce un problème qu'effectivement, d'ailleurs, comme nous-mêmes on est en train de le dire, on adhère tout de suite, mais il y a tout un processus et c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Alors, il y a une expression à laquelle
on commence à être habitué, on parle des cultures des risques. Je ne sais pas si vous êtes familier, vous avez déjà entendu parler de culture des risques. Dans les médias, j'entends voilà, beaucoup, et c'est vrai que nos décideurs aussi l'utilisent. Mais qu'est-ce que c'est que la culture des risques? Parfois, on utilise des expressions sans trop savoir derrière ce que met. Hein. Donc j'ai apporté une définition ici qui va nous montrer encore une fois l'intérêt de notre approche. Et justement, vous avez eu raison, je ne l'ai pas dit, mais c'est sous-entendu en fait, ce que la ville de Frontignan fait en organisant ces séries de conférences et éventuellement en intégrant cette thématique sur l'humain et montre bien l'intérêt de la chose en fait. Pour ça, vous êtes en avance. Hein. Je me permets de parenthèse, excusez-moi, je me permets de féliciter pour cette comment dire, se donner ces moyens justement de la compréhension. Parce que quand quand on lit cette définition de la culture des risques, en fait, qui est, si vous voulez, la définition de l'État, qu'utilise l'État dans les textes un peu officiels. C'était un groupement des collègues qui ont réfléchi à la chose et qui ont proposé cette définition que l'État donc utilise. Prise des consciences, ensemble des connaissances. Vous voyez, déjà quand on parle des cultures des risques, finalement, on fait référence à quoi? Au fait que les gens connaissent, sachent et soient sensibles au fait que finalement on est exposé à un certain nombre de risques. Donc prise des connaissances, prise des consciences, ensemble des connaissances permettant aux acteurs, aux citoyens d'anticiper les impacts d'une situation pour adopter les comportements les plus adaptés. Voilà globalement. Mais j'insiste, le mot prise des consciences et ensemble des connaissances. Donc, vous voyez, ça oblige nécessairement à mettre en évidence à quel niveau on est conscient, quelles sont les connaissances que nous avons pour faire face à ces catastrophes. Alors, il y a quelques éléments en plus lorsqu'on parle des cultures des risques. D'une part, c'est que finalement, le risque fait partie de notre vie. Ça, c'est de notre vie dans des pays occidentalisés, industrialisés, etc. Vous voyez, c'est un peu une réalité auquel on ne peut pas échapper, c'est-à-dire que dire que le risque zéro existe, c'est tout à fait faux, tout simplement. Il faut juste saisir, comprendre quels sont les risques auxquels nous sommes, confrontés, pour les gérer correctement. Ensuite, il y a l'idée d'une mémoire collective. Quand on parle des cultures des risques, un élément important ici, c'est le fait que collectivement, cette connaissance, on la partage à travers justement une mémoire qui évolue et qui est quelque part, qui traverse finalement les générations. Hein, donc on va s'intéresser particulièrement à ça. Et je me suis permis, parce qu'au Québec, les amis québécois n'aiment pas cette idée des cultures des risques. Pour eux, ce n'est pas du risque dont il s'agit, mais de la sécurité. Donc ils parleront plutôt de culture de sécurité civile d'ailleurs. Bon, j'ai apporté ça juste pour clin d'œil, parce que nous, c'est vrai que le terme risque, on l'utilise beaucoup. Et d'ailleurs, culture des risques, je l'ai déjà un petit peu laissé entendre, voilà ensemble des connaissances que nous partageons à travers une mémoire collective et qui nous est nécessaire pour nous adapter. Mais dans cette culture des risques, il y a cette expression que l'on utilise aussi beaucoup, la perception des risques. Donc la perception de risque, c'est un terme qui est un peu problématique pour nous en psychologie, parce qu'effectivement, ça fait référence à des mécanismes, on va dire, on parlait du cerveau, enfin, Loïc a évoqué la question du cerveau, un fonctionnement, on va dire, de l'humain, de tous les humains finalement, qui est assez particulier qu'en psychologie on observe. Mais c'est vrai que quand on l'utilise ici, ça change un peu le contexte. Et globalement, quand on parle de perception du risque, on parle de la sensibilité que nous avons face au risque. Et d'ailleurs, je me permettrai de dire, on n'est pas tous sensibles de la même façon au risque. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons des différences entre nous. Et j'ai envie de dire dès le départ, c'est normal. Hein. Donc à pas nier cette différence, mais à la gérer, à la comprendre plutôt. Donc une sensibilité face au risque, des jugements de sa dangerosité, et d'ailleurs une évaluation de la menace qui peut être ressentie de façon différente entre les individus. C'est-à-dire que face à un même risque, nous pouvons identifier différentes façons de percevoir ce risque. Okay, en termes de sensibilité, des jugements,
voire de l'évaluation de la dangerosité. Certains peuvent considérer qu'une certaine menace est très dangereuse, d'autres pas du tout, ou moins que l'autre, etc. Vous voyez? Bon, ça permet de considérer qu'effectivement, nous ne sommes pas tous égaux face à cette question de la perception du risque et des différences peuvent apparaître. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui me paraît d'ailleurs beaucoup plus important encore, c'est que la perception du risque n'est pas la résultante d'une expérience directe par rapport à la menace, mais elle est construite socialement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que parfois, il y a des menaces, en fait, auxquelles on n'est pas directement confronté, et pourtant, on peut la considérer comme une menace, vous voyez? Mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'on peut être confronté à une certaine menace et pas la considérer comme telle. Donc voilà un petit peu, vous voyez, la tâche qui est la nôtre, d'essayer de démêler ça, d'essayer de comprendre pourquoi certaines situations peuvent être considérées par certains comme une menace et pas forcément pour d'autres. Et l'idée que finalement ce n'est pas seulement l'affaire des individus, des personnes ou des groupes sociaux en fait qui sont directement concernés, mais ça peut aussi être l'affaire d'autres personnes qui ne le sont pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un rapport direct à un phénomène, mais ça peut être aussi un rapport indirect. Okay? Si je me permets encore un petit exemple pour commencer à illustrer avec des choses vraies. On a fait un travail après les incendies en Gironde en 2022. Ça vous parle, hein? Ça fait beaucoup de bruit, effectivement, donc ça a fait beaucoup parler, ça a étonné, ça a questionné énormément, bien entendu. Donc on est venu un peu plus d'un an après pour mener une enquête, voilà, post-catastrophe, comme on dit. Et en fait, on a découvert un élément qui, finalement, confirme ce qu'on pensait, mais qui nous surprend quand même. Il y avait un très fort niveau de ce qu'on appelle le stress post-catastrophe. Post-traumatique, pardon, excusez-moi. Le stress post-traumatique. Il se trouve qu'effectivement, bon, c'est normal, un fort taux de stress post-traumatique après une expérience comme celle-ci était plus que normal. Par contre, ce qui était assez étrange, c'est que nous avons mené cette enquête c'était une enquête représentative de tout le département. C'est-à-dire qu'on avait un nombre de participants équivalent pour chaque, je ne sais pas comment on appelle ça dans le département, les cantons peut-être, ouais. Oui, voilà. Et donc en fait, ce que nous avons découvert, c'est que ce taux de stress post-traumatique n'était pas seulement important dans la région où les incendies avaient eu lieu, c'est-à-dire dans le sud du département, mais il était aussi important, même dans le nord, voire dans le centre du département. Donc ça nous fait poser l'idée que c'est pas seulement le vécu direct, mais indirectement, par les médias, par la radio, ça nous touche finalement, vous voyez, et ça peut engendrer en nous les mêmes préoccupations, les mêmes sentiments de tristesse, de colère, de je sais pas, que les personnes qui l'ont vécu directement. Donc, je ne sais pas si ça permet d'illustrer, mais voilà cette chose si complexe qui est l'humain. Bon, je disais que je suis prof et je vais essayer de ne pas trop vous assommer. Je vais vous expliquer rapidement. Cette idée des perceptions de risque n'est pas du tout nouvelle, en fait. Cette approche des perceptions de risque, elle est déjà commence à dater de notre domaine, et les premières théories sur la perception de risque, elles commencent à être déjà des années 20, des années 30. Et depuis, en fait, la psychologie, mais aussi d'autres disciplines, notamment l'économie et tant d'autres, en fait, ont contribué à cela. Donc, on a déjà beaucoup de recul théorique pour aborder cette question-là. C'était l'idée de mon propos. Assez rapidement, je vais commencer à vous montrer un peu historiquement toutes les approches théoriques. Comme ça, on comprend qu'il n'y a pas qu'une façon de comprendre la perception de risque, mais plusieurs qui peuvent être accumulatives. On commence par exemple pour ce premier paradigme que l'on appelait l'utilité espérée. Pour tout vous dire, c'est l'approche menée par des économistes. Et en fait, c'est la perception du risque ici, on va la considérer comme une sorte de calcul. C'est-à-dire, on va considérer que chaque individu est capable de mener ses calculs
des probabilités de l'occurrence d'un phénomène et puis la probabilité des conséquences, plutôt la gravité de ces conséquences. C'est-à-dire que chacun peut quantifier et prendre des décisions en fonction de ces calculs des probabilités et des conséquences. C'est un peu le modèle que nous utilisons actuellement, et pour le faire simple, en fait, c'est un peu le modèle risque... j'ai oublié, tiens. Bénéfice, merci, je cherche le mot, je ne sais plus qui me l'a soufflé, mais risque-bénéfice. Parce qu'un risque peut avoir des éléments où on peut accepter justement de subir certains risques pour avoir certains bénéfices ou des conséquences plus ou moins importantes. Bref, j'espère que vous m'avez suivi. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, on parle, on utilise, ça fait discuter pas mal, l'acceptabilité d'un certain risque, par exemple. Okay? Certains risques deviennent même valorisés. Prendre un risque, en fait, parfois, c'est bien vu. Vous voyez, c'est dans ce modèle, c'est dans ce paradigme, j'insiste, on en discutera après, qui nous vient plutôt de l'économie, où on a une conception de l'humain comme étant un être rationnel. Or, c'est pour ça qu'on va glisser dans l'autre modèle, c'est que, avec ces amis économistes ici, il y avait des psychologues cognitivistes, dit-on, qui travaillaient avec eux. D'ailleurs, pour la petite histoire, ses collègues psychologues qui ont travaillé avec des économistes ont eu un prix Nobel d'économie. Voilà. Je vous passe les détails si vous voulez, on peut en discuter. Parce qu'en fait, ces psychologues ont tout simplement découvert et formalisé le fait que, effectivement, le fonctionnement cognitif n'est pas, ne correspond pas à ce qu'on s'imaginait. En fait, il n'est pas si linéaire, si complet, mais il se trouve en fait qu'il est plutôt heuristique. Par là, on veut dire, c'est un traitement que l'on fait de l'information qui est plutôt rapide, qui est plutôt économique, et en fait, en vrai, on a tendance à utiliser des raccourcis et l'expression des biais cognitifs. Alors, je pense que vous avez déjà entendu, parce que ne serait-ce qu'à l'époque de la Covid, on l'entendait partout, les biais cognitifs, c'est-à-dire, ça fait référence à cela, finalement, notre fonctionnement cognitif en tant qu'humain, parce que les situations le veulent ainsi, c'est-à-dire à chaque fois on doit résoudre plein de situations en même temps, on n'a pas le temps, etc. Vous voyez l'idée, hein? C'est pas parce qu'on est mal fait, c'est pas parce qu'on est irrationnel, non, non, non. C'est parce que les situations, elles sont complexes. Et donc, cognitivement parlant, tout simplement, on n'a pas le temps. Et donc, on a tendance, je dis bien tendance, à utiliser parfois des raccourcis, etc. Et donc, on va utiliser des biais, comme par exemple des biais de représentativité, de disponibilité de l'information, c'est-à-dire qu'un phénomène duquel on parle beaucoup, eh ben, il va nous paraître plus important qu'un sujet pour lequel on en parle un petit peu moins, par exemple. Vous voyez? Ou, par exemple, on va avoir tendance à penser qu'un phénomène, un risque, par exemple, dans lequel il y a eu plus de victimes, bah, sera beaucoup plus important qu'un événement où il y a un peu moins de victimes, etc. Alors, je vais vous donner un exemple de ça. Est-ce qu'on sait quel est, par exemple, c'est les accidents d'avion, les accidents de voiture qui est le risque le plus important en termes de, voilà, des coûts de vie, etc. Bah, ouais, vous voyez, voilà, c'est bien maintenant, vous voyez, le biais a été contourné, parce que vous savez que finalement, c'est les voitures qui sont plus dangereuses, alors qu'à une époque, on avait tendance à dire que c'était les avions. Parce que oui, un avion, dès qu'il y a moins, mais dès qu'il y en a un, il y a ces biais des représentativités qui nous fait penser que, waouh, j'ai plus d'ailleurs, ce qui fait que certains nombre de personnes ont plus peur de l'avion que de la voiture. Vous voyez? Bref. Donc, voilà le paradigme cognitif qui vient compléter ici pour dire attention, on ne fonctionne pas aussi bien qu'une calculette, n'est-ce pas? C'est un peu plus complexe que ça. Et il y a tendance à utiliser des biais, des raccourcis pour gérer des situations parfois complexes et difficiles. En plus, on a identifié un peu, avec mon exemple, qu'il y a il y a un modèle que l'on appelle de l'amplification sociale du risque. C'est-à-dire parce que, socialement parlant, on aura tendance, effectivement, à un moment donné,
à plus parler d'un événement et donc il y a un phénomène d'amplification. Ok? Mais à l'inverse, c'est vrai, il y a un phénomène d'atténuation. Donc certains phénomènes, on en parlera moins et du coup, ça va un peu s'oublier, alors que d'autres qui n'étaient pas si importants deviennent trop importants et ainsi de suite. Je vous laisse imaginer des exemples. Donc c'est dans la communication où ça se passe, la communication sociale. Et finalement, avec les années, et ça commence à dater des années 70, vous voyez, c'était parmi les derniers modèles, mais assez intéressant, qui vient compléter celui-ci, c'est la théorie de l'optimisme comparatif. En fait, nous avons un fonctionnement, psychologiquement parlant, qui nous permet d'aborder les situations difficiles de façon plutôt optimiste, parce qu'on a tendance à se comparer aux autres, à se comparer à d'autres régions, ou à se comparer à d'autres temps, par exemple. Vous voyez? Donc, typiquement, nous voyons, mais nous-mêmes, hein, je m'inclus hein, dans tout ça, hein, parce que moi aussi, on est tous des humains. Donc, effectivement, il y a cette tendance à plutôt considérer que les événements négatifs arrivent aux autres, dans d'autres endroits, ou peut-être à une autre époque, qu'à moi, ici et maintenant. C'est ce qu'on appelle l'optimisme comparatif. Alors, la question, on a identifié ce mécanisme et on l'a observé de partout et même presque dans toutes les cultures, pas seulement les pays industrialisés occidentaux comme les nôtres, mais aussi dans d'autres. Donc, c'est un mécanisme psychologique très intéressant qu'on a pu l'expliquer par plusieurs raisons, mais effectivement, d'une part, c'est un mécanisme en fait, qui nous aide à nous défendre, à nous protéger psychologiquement. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, pourquoi je disais c'est normal, et parfois, on soit même sur des formes de résistance. Parce que psychologiquement, dès que nous nous annonce une mauvaise nouvelle, on aura tendance à se protéger. On ne peut pas assumer tout de suite. Ça nécessite du temps. Et donc, on commence par éventuellement douter. Vous êtes sûr? Peut-être après, on fait de l'humour. Ouais, mais non, c'est parce que... Et voilà, une série de stratégies psychologiques, en fait, bon, qui sont assez rapides et spontanées, qui permettent tout simplement de nous aider à réduire l'anxiété qui produit finalement l'annonce d'une situation difficile. Ok? Donc, voilà un mécanisme, on peut le garder en tête. Optimisme, on a tendance à cet optimisme. Ça arrive qu'aux autres, ça arrive ailleurs, pas en France, pas en Europe, ailleurs. Le changement climatique, excuse-moi, c'est un peu ça, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein. Ouais, ça arrive d'autres pays, hein. Là où il y a des cyclones, là où il y a des choses, pas ici quand même. Et donc, d'autres personnes, d'autres temps, oui, mais dans quelques années, et ainsi de suite. Vous voyez, on avait cette tendance à se comparer de façon optimiste. Or, bien entendu, ce mécanisme commence à évoluer. Alors, un autre élément que je voudrais vous évoquer, en fait, qui me paraît important, c'est que, bien entendu, on parle des perceptions. Et donc, j'espère on a compris que nous avons une façon de voir les choses et puis de fonctionner en tant qu'humain qui est assez complexe, disons-le. Alors aujourd'hui, je pense que non seulement ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on perçoit et on comprend ces situations auxquelles on doit faire face, mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, la question, et j'observe ce que vous faites ici, c'est surtout comment on va faire. C'est-à-dire, on n'est pas maintenant à dire il y a un problème, non, le problème est là, et on est conscient, mais comment on va le gérer? Donc en fait, dans notre domaine, on essaie d'aborder ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois comprendre le problème, donc la perception du risque, mais les stratégies d'adaptation. Et comme je viens de le dire, ces stratégies d'adaptation, elles sont de l'ordre de l'individuel, mais elles sont de l'ordre aussi du collectif, et j'y reviendrai. Je voulais juste attirer votre attention sur l'aspect temporel. C'est-à-dire que notre approche en psychologie, on était beaucoup sur essayer d'anticiper avant la prévention, etc. Donc avant que le phénomène arrive, avant que la catastrophe arrive, etc. Donc perception du risque, on s'intéressait à l'intention comportementale, est-ce que les gens vont faire ou pas ce qu'il faut, etc. Voilà. La prévention. Donc, on était dans l'anticipation, voire dans la communication, et d'ailleurs, on parle beaucoup de communication de risque, et voilà à quoi on s'inquiète. Il se trouve que finalement, on est de plus en plus sur un autre moment, une fois que l'événement a lieu, que l'accident industriel ait lieu,
que la catastrophe est arrivée, qu'il y a eu l'inondation, qu'il y a eu l'incendie, qu'il y a eu, etc., qu'il y a eu le brisol, qu'il y a eu tout ça. Que faire? Et donc, comment comprendre l'humain dans ce moment précis? C'est-à-dire que l'humain avant, c'est une chose, l'humain pendant, c'est une autre, c'est-à-dire il y a d'autres mécanismes en fait qui vont apparaître, qui vont nous intéresser. Là, on va être plus dans l'alerte, la gestion de la crise, vous voyez, la prise des décisions automatiques. Donc, on va s'intéresser à cela. Bon, je ne vais pas vous parler de ça forcément tout de suite, n'hésitez pas s'il y a des questions plus tard, mais voilà comment nous, on doit s'occuper, la question c'est comment on le fait. Okay? Et puis on est aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, on serait bien passé, mais l'après-catastrophe. Parce que malheureusement, il y a ces catastrophes. Comment on va se relever? Se relever, on va dire correctement, de façon satisfaisante pour tout le monde. Donc, psychologiquement parlant, j'ai évoqué tout à l'heure le stress post-traumatique, mais il se trouve qu'on parle aussi des croissances post-traumatiques. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il peut y avoir du bon, finalement, dans tout ça, et à chaque fois, dès qu'il y a une catastrophe, vous le voyez bien, on parle de ça aussi, la collaboration, la coopération, l'aide, etc. Donc, on s'intéresse aussi à ce volet, la croissance post-traumatique. Bien entendu, c'est apprendre de ces événements, et je ne sais pas si vous voyez un peu ma flèche, elle tourne. J'aurais pu la mettre comme ça, mais finalement, elle tourne. Parce que ces expériences-là vont nous permettre d'être encore mieux, encore meilleurs pour la prochaine fois, parce que malheureusement, il y aura des prochaines fois, et c'est aussi la nouvelle donnée. Ok. Bon, je disais, parler des perceptions de risque, de l'adaptation, il faut l'aborder à différents niveaux. Et donc, en psychologie, on s'intéresse en fait à comprendre cette perception au niveau individuel, d'ailleurs on dit nous-mêmes intra-individuel ou intra-psychologique, c'est-à-dire de nos têtes, si vous permettez l'image. Bien sûr, on ne vient pas scanner ou voir comment ça fonctionne, mais on a des moyens méthodologiques à l'écoute, en écrivant, en observant, on arrive à identifier comment ça fonctionne. Je vous ai parlé des biais cognitifs, d'optimisme comparatif, voilà, ça c'est des choses que l'on peut expliquer à ce niveau-là. Mais bien sûr, il y a comment ça se passe entre nous, entre voisins, entre acteurs d'une même communauté, on va dire, et ainsi de suite. Donc, on va s'intéresser aussi à ce niveau interpersonnel. Et bien entendu, avec d'autres disciplines, notamment la sociologie, on va s'intéresser justement à ce niveau sociétal. C'est-à-dire là, c'est au macro, en fait, au plus large, la loi, les institutions, le dialogue entre l'État, les citoyens, etc. Vous voyez, on va s'intéresser à comment on perçoit ces risques-là, comment on les définit ensemble, mais aussi comment on pense s'y adapter à tous ces niveaux-là. C'est important, hein, il ne faut pas penser qu'en psychologie, on s'intéresse qu'à l'individu, parce que l'individu, par définition, il est social. Ah. J'ai bien fait de choisir la psychologie sociale, vous voyez. Donc, concernant la perception, alors parce que l'adaptation, elle se fait aussi à différents niveaux. Donc, quand on parle d'adaptation, on doit s'intéresser à les sphères privées. Et c'est là où, d'ailleurs, j'aime pas trop quand on dit individuel et collectif versus collectif. Vous l'avez compris, hein, je ne fonctionne pas trop en mettant les uns les autres, mais plutôt l'adaptation dans les sphères privées. Il faut la comprendre. On a accompagné des processus de ce qu'on appelle la réduction de la vulnérabilité. Comme on disait dès le début, le citoyen acteur de sa propre sécurité, ben, il se trouve que parfois nous-mêmes devons faire des travaux, mener des ajustements, des adaptations dans nos propres lieux de vie. On est bien d'accord. Donc voilà qu'on peut s'intéresser à ce niveau-là. Mais on va s'intéresser bien entendu aussi à l'adaptation dans le sens plutôt collectif du terme. Et là, c'est les sphères publiques. Et donc, voilà, la preuve, c'est que vous êtes déjà dans cette perspective, comprendre, définir, voire adhérer, in fine, à des politiques d'adaptation pour parler finalement d'une adaptation du territoire. Vous voyez donc ces différents niveaux et on essaye de tenir. Alors, maintenant, la perception du risque et les émotions. Parce que je pense qu'il y a une attente qu'on parle de cela. Comme on le disait, finalement, on est face à des situations difficiles, des ruptures qui peuvent changer finalement un style de vie, des projets que l'on a, etc. Et j'aimerais utiliser justement les exemples de ce qui nous touche ici,
c'est comment la perception des risques littoraux, par exemple, peut avoir un effet sur nos émotions et éventuellement peut poser des questions aussi sur ce qu'on pourrait appeler la santé mentale, c'est-à-dire ça peut nous amener aussi à des vécus si difficiles qui peuvent éventuellement être considérés comme, comme une problématique aussi des santé. J'y reviendrai. Alors la première chose que j'aimerais vous montrer avec ce schéma-là, c'est que on parle des risques littoraux, ok, mais quand on parle de l'un ou de l'autre, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, l'érosion, on est là confronté à la perte d'un milieu. Okay, alors que la submersion, c'est plutôt le danger du fait de ce milieu-là. Je ne sais pas si vous voyez mon idée. C'est-à-dire que la submersion, ben voilà, c'est ce territoire, c'est ce milieu littoral, en fait, qui peut devenir une source de danger pour moi, pour les miens, pour mes biens aussi. Mais l'érosion, c'est autre chose. Hein. Là, c'est plutôt le fait de constater que ce milieu recule, par exemple. On perd un peu de cela. Et donc, en fait, ce qu'on essaye de dire pour être fin dans notre lecture, c'est que ça n'entraîne pas forcément la même réaction émotionnelle. Vous voyez, on ne ressent pas la même chose. Parfois, bien entendu, on ne sait pas trop, on ressent un truc, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et c'est bien ça, on va dire, la difficulté que nous avons en tant qu'humains, d'identifier nos émotions, de leur donner un nom, de pouvoir la comprendre éventuellement, à partir de là, mieux la gérer et la rendre utile finalement. Parce que les émotions, par définition, c'est pas quelque chose qui est bien ou mauvais, c'est juste normal. Okay? C'est une réaction propre de ce que nous sommes finalement. Mais elles peuvent être différentes selon les situations. Et donc, bien entendu, alors quand on parle de submersion, bah, c'est plus la peur. Parce que, oulala, imaginons la submersion, la tempête ou une inondation, voilà, bah, ça me fait peur, éventuellement. Et ça peut aller plus loin, sentir anxiété, et ainsi de suite. Par contre, quand on est face à l'émotion, bah, c'est autre chose. C'est plus la peur, c'est plutôt éventuellement un sentiment de tristesse, pardon. Et plus éventuellement un sentiment de colère. Et le pourquoi, et l'incompréhension, vous voyez, qui explique cela. Bref, donc l'idée c'est que c'est intéressant, en tout cas pour nous, d'identifier ces émotions différentes. Alors, je regarde, ouais, je vais être un peu plus efficace. J'aimerais vous montrer un petit résultat d'une enquête que nous avons menée. Alors là, on est sur la côte atlantique. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, je suis désolé. Peut-être que c'est un peu trop petit, là derrière. Bon, je vais essayer d'expliquer, ok? Il y a 3 informations que j'aimerais vous proposer ici. Alors, le contexte. Voilà une enquête que nous avons menée avec un ensemble de collègues de disciplines différentes. C'est le Pays de la Loire, en fait. Il y a un observatoire de risques côtiers. Voilà, c'est ça. Donc, il y a l'économie, il y a des géographes, et nous, les psychologues, voilà, on travaille, des juristes aussi, on travaille ensemble. Donc, en fait, cette enquête, elle nous a permis... alors, nous avons interrogé 3 territoires de 7 mètres de ligne des côtes, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez éventuellement Noirmoutier, ça vous dit quelque chose? Voilà, un territoire très vulnérable. C'est la petite presqu'île qu'on voit ici, au cas où vous le voyez. On a interrogé aussi les pays Saint-Gilles, plus au nord, et plus au sud de Noirmoutier. Donc, c'est une communauté de communes qui s'appelle Cap Atlantique. Donc, plus ah non, Saint-Gilles, c'est au sud, et Cap Atlantique au nord. J'avais déjà dit une bêtise. Bon, peu importe. Donc, dans ce territoire-là, on est à 250 participants à peu près par chacune de ces territoires. En fait, nous avons évalué ce que nous appelons le sentiment de vulnérabilité. Hein, vous vous sentez vulnérable, vous vous considérez exposé au risque d'érosion. Ici, c'est que l'érosion. Et en fait, nous avons obtenu, on va dire, une note, si vous voulez, de ça. Et ce que nous avons mené ici, on voulait tester lorsqu'on communique avec une carte d'érosion. Et donc, on leur a posé un certain nombre de questions, les personnes ont répondu, on leur a montré une carte, la carte, en fait, qui a été élaborée par les collègues vous êtes habitués à ce genre d'informations, hein, qui montre un petit peu les zones, etc. Et puis, nous avons à nouveau interrogé. En fait, ce que nous avons vu, c'est qu'effectivement, suite à cette présentation de la carte, qui était une carte d'érosion d'ici une projection à 2100,
eh ben, il y a une augmentation de ces sentiments de vulnérabilité. C'est-à-dire que, bien entendu, on vient confirmer ce qu'on savait déjà, c'est que ces informations, ça permet en fait de se sentir davantage sensible à la question. Mais aussi, nous avons essayé de, cette perception du risque en fait d'érosion, nous l'avons confronté avec des émotions négatives, donc c'est corrélé. Plus on considère qu'il y a un risque d'érosion, bah, plus on expérimente ces émotions négatives dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en même temps, les personnes qui sont les plus attachées à ces lieux de vie, bah, c'est des gens qui perçoivent davantage le risque. Okay? Donc ça, c'est aussi, je pense, normal. On vient confirmer cette idée. Il y a eu une information qui nous a un peu attiré notre attention. C'est que c'est le temps, l'aspect temporel joue à l'inverse. C'est-à-dire que pour les personnes les plus âgées ou celles qui habitent de plus longtemps dans ce territoire, c'est celles qui disent percevoir un peu moins le risque d'érosion. Et donc, bien entendu, les collègues, on va dire géographes, enfin je m'abuse, mais ils disent oh, mais comment ça n'a pas de sens. En fait, on essaie de l'expliquer. Ben oui, ça a tout son sens. Par rapport à ce que je vous ai déjà expliqué, c'est un mécanisme en fait qui essaye de nous protéger. C'est-à-dire de réciter un peu l'idée, de dire oui, pas si grave que ça, vous voyez. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'interprète. Et puis, troisième et dernier élément, c'est que c'est les habitants des Noirmoutiers qui ont, on va dire, les scores les plus importants sur toutes les thématiques. C'est ceux qui perçoivent plus le risque, plus des sentiments négatifs, plus des sentiments de vulnérabilité, je disais, plus d'attachement au lieu que les deux autres territoires. Donc en fait, c'est le territoire le plus vulnérable des trois qui effectivement manifeste en fait plus ces préoccupations. Bien entendu, tout ça, ça nous permet, alors je vais passer 2 diapos, pour arriver à cette idée-là. Donc finalement, ces sentiments de vulnérabilité peuvent avoir des effets, je dis bien peut avoir des effets sur des questions de santé mentale. Alors certainement, vous entendez parler de plus en plus, je dirais heureusement, ça devient un sujet public, c'est que de dire que le fait d'être conscient de ces problématiques-là, alors qu'ils sont dès l'ordre de, enfin qui nous touchent nous directement, mais qui touchent finalement, enfin j'ai envie de dire toute l'espèce humaine, hein, tout ce dérèglement de la planète, peut engendrer des problématiques effectivement de santé mentale. Et donc, je me devais d'évoquer au moins le terme d'éco-anxiété, ça vous parle? On en parle beaucoup effectivement, enfin de plus en plus en tous les cas. Alors, j'ai apporté, parce qu'en fait, la définition même d'éco-anxiété, elle est compliquée parce que, dans un premier, pour certains, cette éco-anxiété, elle est liée au changement climatique directement. Et donc là, je vous ai apporté 2 définitions, des grands auteurs en psychologie, dont par exemple, on l'a défini comme une inquiétude et anxiété excessive, merci. Ah, c'est très bien, merci beaucoup. Donc, je dis excessif concernant le changement climatique. Et notre collègue, c'est que, d'ailleurs, elle est venue nous rendre visite, c'est des chercheurs tassuniens, voilà, à l'université de Nîmes, on a travaillé avec elle, et considère l'éco-anxiété comme une anxiété associée aux perceptions du changement climatique, même chez des personnes qui n'ont pas été directement concernées, qui n'ont pas eu des impacts directs. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience directe, mais indirectement aussi, on peut développer de l'éco-anxiété, c'est ce que nous disent ici Susan Clayton. Donc voilà, pour certains collègues, l'éco-anxiété, elle est directement liée au changement climatique. Mais pour d'autres collègues, ça va même au-delà du changement climatique, et elle peut être liée donc à une inquiétude grave et débilitante. Excusez-moi, c'est un terme psychologique un peu pas joli, mais voilà, ça nous affaiblit en tant qu'humains. Débilitant, lié à un environnement naturel changeant. Et je parlais tout à l'heure des tristesses, voire des colères, quand on voit, on voit soit directement, soit indirectement. Je me souviens, alors excusez-moi, je pense ici, chaque fois, je pense à une étudiante, une fois, avant j'étais à l'université des Nantes. Une étudiante rentrait des vacances l'été, à l'été où, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu, et on voyait beaucoup à la télé, des images des forêts amazoniennes qui brûlaient. Je ne sais pas si... Ouais, ça, tout de suite, ça, je le dis, vous ressentez quelque chose éventuellement, vous voyez. Ça évoque des choses de nous.
une, voire plusieurs étudiants, en fait, à cette rentrée universitaire, étaient, je disais, débilitantes, en fait, étaient affaiblies, n'avaient plus envie. Elles étaient sur une forme d'anxiété importante du fait de cet événement-là, on va dire de l'autre côté de l'Atlantique, vous voyez. Donc ça peut avoir aussi, parce qu'elles avaient enfin, un ensemble d'expériences, en fait, d'émotions qui, voilà, peuvent s'inscrire dans cette idée-là. L'incertitude aussi, l'incertain, qu'est-ce que ça va devenir. Et puis, cette peur chronique de la catastrophe environnementale, c'est une autre façon de la définir. Bref, peu importe, l'idée c'est qu'on parle d'éco-anxiété, mais en réalité, aujourd'hui, on parle beaucoup des éco-émotions, parce qu'il n'y a pas que l'anxiété, il peut y avoir d'autres émotions, comme l'inquiétude. On parle aussi d'éco-culpabilité. On peut culpabiliser aussi, se sentir coupable, et éventuellement développer des symptômes un peu psychologiques, des troubles anxieux, de la dépression. Alors, nous avons mené nous-mêmes, ça c'est une publication, même si on ne voit rien, ça c'est un schéma, désolé, je l'ai gardé tel quel de notre publication, parce qu'en fait, nous avons voulu distinguer l'éco-inquiétude de l'éco-anxiété. Ok? Et puis, comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des collègues qui disent, oui, l'éco-anxiété est nécessaire pour que les gens s'engagent dans des comportements plus pro-environnementaux, etc. On n'était pas sûr, parce qu'en fait, quand on parle d'éco-anxiété, de toute façon, on parle d'expériences négatives. On parle d'une forme de paralysie quand même, hein, c'est-à-dire on ne se sent pas bien, un peu comme je décrivais nos étudiantes tout à l'heure, voilà. Et certains disent, oui, l'éco-anxiété, bah, les gens qui sont anxieux déjà, bah, ils le sont pour ça, pour autre chose, c'est pareil. Donc il y avait aussi un peu l'idée que l'éco-anxiété, c'est une affaire des gens qui sont déjà anxieux. Vous voyez? Donc on a voulu tester toutes ces hypothèses-là, et voilà un petit peu le résultat. Donc, tout d'abord, il y a pour nous, ce qui est important, c'est parler des éco-inquiétudes. Au moins, je parlais des consciences tout à l'heure, vous vous souvenez? Bon, en fait, c'est ça. Être conscient qu'il y a un problème et être quand même un peu inquiet de cette situation-là. Et ce qui est une situation plutôt, on va dire, normale. Il y a certains collègues qui parlent des éco... Ah, ça y est, le mot ne va pas venir. Contenez... Ah bon, non, laissez tomber. Le temps que je cherche. Ouais, d'être conscient, enfin, éclairé, terme. Lucidité, lucide, oui, éco-lucidité. Voilà. Donc, c'est ça qui serait. Ce qui n'est pas normal aujourd'hui, dirait-on, c'est qu'on soit à minima pas inquiet. C'est ça qui n'est pas normal. Donc, être inquiet, vu la situation, ça serait quand même normal, je dirais. Bref. Donc, bien entendu, c'est la perception d'une crise environnementale qui explique le fait qu'on manifeste une certaine inquiétude par rapport à la situation de l'environnement. Mais il y a deux possibilités, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'on développe une forme d'éco-anxiété, dans le sens, justement, on va dire un peu pathologique du terme. Et ce qu'on a compris, c'est que c'est pas que les gens, quand je dis ici traits d'anxiété, c'est des gens qui ont déjà une forme de traits de personnalité anxieuse. C'est pas eux, fondamentalement, qui vont développer cette éco-anxiété. Mais il y a une autre raison qui fait qu'on passe de l'éco-inquiétude à l'éco-anxiété. Et en fait, c'est le fait de percevoir une forme d'inertie sociale. C'est que les autres, alors les autres, c'est les autres, mes proches, mais les autres, on va dire au niveau social, qui ne font rien, enfin, qui a une forme d'inertie ou de désintérêt de la chose, c'est ça qui va expliquer l'éco-anxiété. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Donc, ce n'est pas la situation en soi qui engendre l'éco-anxiété, mais le fait de voir que socialement, on n'avance pas suffisamment bien dans ce sens-là, et du coup, c'est ça qui fait débilitante, vous vous souvenez? Un peu tomber les bras, quoi. Donc, c'est sidération. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas l'événement comme tel, mais comment socialement on l'aborde ou justement on ne l'aborde pas, qui explique ça. Et donc cette éco-inquiétude peut aussi développer, et c'est ce qui explique qu'il y a des gens qui finalement s'engagent dans des comportements pro-environnementaux. Et je crois que je vais terminer, je vais prévu beaucoup plus des choses, mais ça commence à être long, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Hein. Je termine avec cette démonstration. Alors, on a développé quand même pas mal d'études. Alors ici, c'est en Vendée.
CCSVL, c'est Communauté de communes Sud Vendée Littoral. C'est presque tout. Et en fait, nous avons interrogé cette fameuse éco-inquiétude, donc sur une échelle de 10, hein. C'est pourquoi les chiffres, si vous arrivez à lire quelque chose, sinon je vais commenter le graphique. Alors, l'éco-inquiétude, donc c'est pas l'éco-anxiété, hein, c'est l'éco-inquiétude, à quel point, voilà, et puis la perception d'une crise environnementale. Donc, nous observons ici, alors c'est bleu, c'est les résultats de la perception de la crise environnementale, et en orange, c'est les résultats de l'éco-inquiétude. Qu'est-ce que vous voyez ici? Une échelle d'âge. Ici, 18-29, 30-44, 45-59 et plus de 75 ans. Qu'est-ce que ça nous dit, ce graphique-là? C'est que plus on avance en âge, on manifeste moins cette éco-inquiétude. Donc, c'est pourquoi une jeunesse sensible est concernée. Voilà, c'est comme ça qu'on a parlé. C'est surtout les plus jeunes, en fait, qui manifestent, en tout cas dans ce territoire-là. Hein. Je n'ai pas l'intention de généraliser à tout. Juste, ça nous parle de quelque chose. Éventuellement, on peut trouver les mêmes effets dans d'autres territoires. Mais ici, pour l'instant, c'est la Vendée, qui nous dit qu'effectivement, il y a comme une tendance à avoir une manifestation beaucoup moins importante. Alors attention, hein, ça s'explique par plusieurs raisons. L'âge ici est très parlant parce que comment on envisage l'avenir, déjà. Donc c'est surtout cet élément-là. Et puis en même temps, on associe ça à l'idée qu'il faut un changement radical des systèmes. Et effectivement, d'ailleurs ici, on sera plus proche, parce qu'on a proposé différents scénarios d'adaptation à ces risques environnementaux, et en fait, on serait plus proche, on aurait tendance à accepter facilement l'idée d'une relocalisation. Pour utiliser toujours cette expression-là. Et voilà, ce qui nous apprend en fait, c'est que effectivement, je vais rester sur le titre, bien que je ne vais pas le développer, c'est que finalement, on se pose la question, une fois qu'on a vu tout ça, je disais, c'est de l'adaptation dont il s'agit. C'est pas tant de dire, il y a un problème, je pense qu'on a compris qu'il y a un problème. La question aujourd'hui, c'est plus, voilà, comment gérer toutes ces tensions, en fait, que ça engendre au niveau individuel, mais surtout aussi comment penser l'adaptation, à la fois sur le plan individuel, à la fois sur le plan collectif, la décision publique, et se poser la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant, subir ou changer. Vous voyez, dans l'adaptation, parfois on doit dire qu'est-ce que l'on entend derrière. Parce que par adaptation, des fois, c'est ne rien faire, ou continuer comme avant. Donc, à quel point, d'un point de vue individuel, encore une fois, d'un point de vue collectif, est-ce que c'est pas plus intéressant, justement, de voir quelles sont les possibilités pour changer. Mais écoutez, j'avais plein d'autres choses à vous raconter, mais je pense que ça va rester plutôt, si éventuellement il y a des questions. Merci de votre attention.